Tous les regards étaient fixés sur la date du 16 décembre et finalement, le 8e congrès ordinaire du PDCI-RDA, censé déboucher sur l'élection d'un nouveau président, a été suspendu sur décision de justice suite à une plainte déposée par 2 secrétaires de section de Yopougon. Quels sont les contours de ce nouvel épisode dans la bataille électorale au PDCI-RDA? Nous en parlons avec, dans ce numéro de la météo politique, avec 2 confrères, Michel Betta, fondateur du quotidien Le Bélier, et juste en face de lui, Soro Djabiga, qui est journaliste à Ivoire Hebdo et également politologue. Bonjour, chers confrères. Bonjour, Agui, et bonjour à 2E FTV, qui nous fait l'honneur de nous inviter. D'accord, Soro Djabiga, vos premières impressions justement sur ce plateau. Bonjour Adi, et merci de nous avoir invités sur le plateau de 2FTV pour pouvoir décrypter l'actualité politique au sein du PDCI-RDA. Tout à fait. Alors justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va suivre cet élément, cette déclaration de Maître Blessi, avocat du PDCI-RDA, qui s'adressait aux militants justement à chaud, justement devant la maison du parti, alors que les forces de l'ordre avaient assiégé les lieux. C'était justement dans la matinée du samedi 16 décembre. On regarde. Pour venir faire la contradiction à ces éléments. Hier après-midi, un huissier est venu dans la cour du PDCI-RDA. Cet huissier se serait rendu au secrétariat du secrétaire exécutif rencontrer sa secrétaire, qui a décliné la réception de l'acte et qui a conduit l'huissier, qui est parti dans la grande salle où on reçoit les badges pour rencontrer mademoiselle Flora. Elle aussi n'était pas instruite de cette procédure, n'a pas reçu l'acte. Ça va? L'huissier n'a pas fait d'effort et a noté, comme les diligences l'exigent, que le PDCI a refusé de prendre les actes et est parti avec ses papiers. Donc l'audience a eu lieu hier dans les bureaux de madame la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan, hors la présence des avocats du PDCI-RDA. Or, moi j'étais dans la cour ici et j'ai toujours une robe d'avocat dans ma voiture pour ces cas-là. On n'a donc pas été appelé. Hier à 20h39, madame la présidente rédigeait une décision pour suspendre la tenue du congrès du PDCI-RDA. Ce qui a été fait. Cette décision, nous ne l'avons pas encore. Nous nous étonnons qu'il y ait déjà eu une réquisition de la police avec une décision qui ne nous a même pas été notifiée, nous qui sommes encore les parties prenantes dans cette affaire. Donc, ce matin, la police est là. Il a été dit par une décision que le congrès n'aurait pas lieu. Nous n'avons pas croisé les bras. Les autorités du PDCI ont essayé d'engager la discussion politique. Elle n'a pas abouti à ce que nous voulions. Si nous voulons annuler cette décision, je suis, en tant qu'avocat, obligé de faire ce qu'on appelle une défense à exécution. Ça veut dire que je dois écrire une requête au premier président de la Cour d'appel. Au président de la Cour d'appel pour dire, monsieur, voici les arguments qui font qu'il faut que le Congrès se tienne. Or, pour que le président reçoive cette requête-là, il faut qu'elle soit accompagnée de l'appel que j'aurais fait de la décision. Cet appel aura été signifié aux partis qui ont fait la procédure, donné aussi au président du tribunal, au parquet. Or, aujourd'hui nous sommes samedi, demain nous sommes dimanche, jour non ouvré. Donc on ne peut pas faire cette procédure. Or, notre congrès est prévu pour aujourd'hui 16. Vous voyez, on ne peut pas. On a donc fait exprès de faire cette procédure tardivement hier. Mais est-ce que nous devons nous complaire dans les émotions? Non. Non. Nous sommes dans l'opposition et vous avez compris que notre opposition doit être ferme. Notre foi militante doit être ferme. Et parce qu'elle doit être ferme, et pourquoi ça doit être ferme? Parce qu'aujourd'hui, et de plus en plus, nous nous rendons compte que les adversaires du PDCI, c'est vrai, c'est naturellement le parti au pouvoir. Mais c'est aussi et surtout le ver qui se trouve dans le fruit. C'est cela qui est important. Et ce qui se passe aujourd'hui procède de cela. Alors, au nom du président du PDCI-RDA, au nom de toutes les autorités, je vous demande très calmement, de comprendre que ce congrès ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Mais moi, en tant qu'avocat,
et le président intérimaire, comme il a dit ce matin, qui fera en sorte que ce congrès se tienne avant la fin de son intérim. De sorte que le PDCI ait un président qui nous pose un rêve avec lequel nous allons rêver. Merci là-bas. Donc je vous demande à tous, calmement, sans avoir à jouer dans l'émotion, à rentrer à la maison. Ceux qui sont venus de loin avec les cars, j'ai un message du président pour vous. Il vous dit merci. Merci de vous être mobilisés pour prouver la vitalité du PDCI RDA. Mais vous êtes venus aussi, vous avez vu que ce qu'on met sur les réseaux sociaux, tel a fait ceci, tel a fait cela, ce n'est pas du mensonge. La propension, la volonté de certains à être forcément président du PDCI fait que le PDCI est en danger. Mais il ne peut pas être en danger si vous êtes mobilisés comme aussi aujourd'hui. Merci là-bas. Je vous demande au nom du président de partir calmement, de vous retirer, d'aller chez vous calmement. Le congrès ne pourra pas avoir lieu aujourd'hui. Ce n'est que partie remise. Ils ont marqué 1-0. Mais nous sommes encore... Retour sur le plateau pour poursuivre nos échanges. Alors là, je commence avec vous, Michel Betta. On le sait, donc, ces deux militants de section du PDS de Yopougon, en l'occurrence Oura Afroumou Mathieu et Blesson, ont porté plainte justement à l'effet de suspendre le 8e congrès du PDC RDA, donc, qui était donc censé se tenir le samedi 16 décembre dernier. Quelle analyse faites-vous de cette décision de justice qui est survenue à quelques heures seulement de la tenue effective de ce congrès? Bon, il faut le dire, il y a plusieurs aspects de cette décision qui peuvent prêter à interprétation. Mais moi, je veux m'attarder sur la décision qui a été rendue. Il est dit dans la décision, pour éviter des troubles à l'ordre public, la juge prend la décision de suspendre le congrès du PDC. Mais pensez-vous que les troubles qui ont été créés par la suspension auraient été plus que, je dis, n'étaient pas plus que ce qui aurait été créé lorsque le congrès avait se déroulé. Parce que, vous voyez-vous, ils ont pu mobiliser autant de forces de l'ordre pour cadrer, pour empêcher les congressistes de tenir leur congrès. Mais ils auraient pu mobiliser autant pour empêcher qu'il y ait des troubles pendant le congrès. Mais la question justement, qui menaçait le déroulement de ce congrès? Mais à la vérité, quand on dit un peu la décision de la juge, c'est elle-même la menace du congrès. Parce que, voyez-vous, elle prend la plainte de deux plaignants, soit du secrétaire de section du PDC, sans s'en référer à la direction du parti pour voir même si ceux-là, ce qu'ils prétendent être vrai. Il est important déjà de les nommer, Oura Afroumou Mathieu et Blesson, justement Oura Afroumou Mathieu qui a été suspendu par son parti, non plutôt Blesson, mais Oura Afroumou Mathieu dont le nom figure visiblement sur la liste électorale provisoire des votants. C'est autant d'arguments qu'il a avancés selon lesquels il y a une liste qui a été, il y a des noms qui surviennent plusieurs fois sur la liste électorale. La liste électorale n'est pas crédible, mais il y a un contentieux électoral qui a été ouvert par le parti. Et chacun pouvait aller dénoncer cela pour avoir des rectifications. Donc je dis, tout a été mis en œuvre dans l'organisation de ce congrès-là pour que tout se passe bien. Mais visiblement, il y a des mains obscures qui ont protesté de ce que des militants viennent se plaindre pour pouvoir suspendre ce congrès-là, sans raison véritablement apparente. Vous partagez cet avis également, Soro Djabiga? Oui, je partage l'avis de mon confrère quand il dit qu'il y a des mains obscures. Quand on essaie de faire la genèse des événements, tout commence d'abord depuis l'annonce des différentes candidatures. Après ça, ils sont réunis et le comité électoral informe chacun d'eux que la candidature de M. Gikawe ne pourra pas être retenue parce qu'il était frappé par une épée de Damoclès. Je vais parler du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet. Et manifestement, quelques jours après, on apprend qu'il a été relaxé de cette procédure judiciaire-là. Il a animé une conférence de presse où il a dit qu'il prenait acte et qu'il se mettait en marge du processus électoral. 2 ou 3 jours après, sa direction de campagne anime une autre conférence de presse où il nous informe qu'il se mettait en marge du processus électoral et que si les images de les candidats étaient utilisées à ces élections-là, ils allaient saisir la justice. On était confus parce que 2 jours avant, le secrétaire exécutif Gikawe avait dit que qu'il n'allait pas porter plainte contre le parti, que l'implosion du parti n'allait pas passer par lui.
je viens à croire qu'il a fait un peu de prétérition, parce qu'il a dit directement ce qu'il allait faire sans l'annoncer. On ne s'attendait pas à ça. On va certainement venir à la probable implication, aux soupçons qui pèsent contre le camp Gikawe. Je vais en venir. Voilà. Donc quand on finit tout ça, et qu'à la veille des événements, avec un timing suspect, on vient rendre une décision de justice qui dit que le congrès a été reporté, parce que deux éléments qui ne sont même pas crédibles, d'abord parce que l'un est frappé d'abord par une sanction, et l'autre était en accointance récemment avec le parti au pouvoir, sans respecter la ligne du parti. Et c'est ces deux éléments-là qui permettent d'annuler un congrès aussi sérieux. Ma foi, je viens à me poser la question de savoir si la justice ivoirienne est vraiment crédible. Parce que dans la décision qui a été rendue, la juge a dit que les plaignants se sont plaints du fait qu'il y a 4 candidatures qui ont été rejetées. Ils ont aussi dit qu'il y a eu 6 candidatures. Depuis quand il y a eu 6 candidatures? Qu'elles nous disent le nom de ces 6 candidats-là? Absolument. Et les 4 candidats qui ont été rejetés, qu'elles nous disent leur nom? Absolument. La justice a toujours agi sur la base de pièces irréfutables. Il faut qu'on nous fournisse ces pièces-là qui montrent la liste de ces candidats qui ont été rejetés et la liste de ces 6 candidatures-là. Alors venons-en justement à ce que vous évoquiez tout à l'heure, tous les deux. Vous parliez de manipulation. Vous subodorez une certaine manipulation donc, dans cette décision de justice qui a conduit à la suspension du congrès du PDC RDA donc, ce samedi 16 décembre. Alors, certains soupçons se dirigent vers le candidat écarté Maurice Kakou-Gikawe, qui est donc le secrétaire exécutif du parti. Certains estiment que sa proximité avec le congressiste Oura Mathieu aurait motivé cette démarche auprès de la justice pour faire avorter le processus électoral dans son parti. Est-ce que vous pensez que de façon légitime, on peut orienter les soupçons vers ce personnage qui reste pour le moins l'un des plus loyaux dans ce parti, malgré toutes les turpitudes qu'a connues le PDC-RDA depuis le coup d'État de 1999? Bon, vous savez, moi ensuite la question, j'ai dit, c'est les plaignants même qui ont donné du gré à moudre à ces soupçons-là. Parce que la seule personnalité qu'ils ont évoquée dans leur plainte, c'est Gikawe. Gikawe a été écarté. On l'a vu dans la plainte. Donc je crois que vraiment, moi, aujourd'hui, d'abord même, quand on repense un peu le processus, on se rend compte que lorsque les uns et les autres ont évoqué son contrôle judiciaire, le lendemain, le contrôle judiciaire a été levé. Alors que ça a été la démarche a été entamée depuis octobre. Pourquoi on n'a pas levé ça depuis lors? Et puis attendre que lorsque le comité électoral évoque la question pour la lever. Moi je dis, le parti au pouvoir veut donner un coup de main au secrétaire exécutif dans ce processus-là, qui s'y prend tellement mal, qu'il expose à la furie des militants du PDC. Vraiment, moi, je me suis réjoui, je suis de ceux qui me suis réjoui de la levée de son contrôle judiciaire, parce que arriver à faire en sorte qu'une personnalité de la trempe de Gikawe qui a tout donné à ce parti-là puisse être maintenant hors de ces mesures juridiques-là qui entravent son action politique, ça ne peut que réjouir tout militant du PDC. Mais le timing dans lequel c'est fait, ça prête à caution. Et ça donne des arguments à ceux qui pensent que le professeur Maurice Kakou-Gikawe a des accointances avec le pouvoir en place. Et encore, la plainte des plaignants viennent encore donner du grain à moudre à ceux qui sont dans cette logique-là. Mais je veux croire que ce n'est pas... Moi, je veux croire que peut-être ce n'est pas vrai que c'est des soupçons, mais Gikawe en donne trop d'éléments pour qu'on le soupçonne d'être de mèche avec ceux qui tentent de déstabiliser le PDC. Et c'est dommage. Après avoir tout donné à un parti, je crois qu'il gagnerait mieux même à interpeller ces plaignants-là. Parce que lui-même, il avait dit de ne pas utiliser son nom dans le processus. Il peut leur dire, non, je ne me sens pas concerné par ce que vous avez dit. Je ne me sens pas concerné. Encore que, moi, je me dis même que la juge même aurait dû interpeller Gikawe. Parce que son nom a été cité. Est-ce que tu te reconnais dans la démarche que les gens entreprennent? Puisqu'ils disent que tu as été écarté, est-ce que c'est vrai que tu as été écarté? C'est ça aussi. Voilà. Parce que si toi-même le concerné, tu n'es pas plaignant, tu n'es pas en même de porter plainte, et que d'autres peuvent porter plainte pour toi, sur la base de ce que toi tu es victime de justice, mais on doit t'interroger, est-ce que c'est de justice dont ils font cas? Tu te sens concerné par ça, tu te sens frappé par ça. C'est aussi c'est une démarche juridique. Bon, quand tout cela n'est pas fait et que la décision est prise
et que visiblement, bon, certains semblent s'en réjouir. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, ça dénote un peu du caractère un peu, je veux dire, machiavélique de certains acteurs politiques au sein du PDCI qui donnent l'impression de vouloir une chose et de faire son contraire. Avec CellPay Money, payez vos factures CIE et SODECI 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Téléchargez immédiatement l'appli CellPay Money sur Play Store ou App Store. Ouvrez votre compte bancaire à CellPay Finance SA pour bénéficier d'un crédit cash électronique jusqu'à 60 000 francs CFA pour le paiement de vos factures. En plus, vous avez droit à des services bancaires de qualité et de transfert à 0,9% en Côte d'Ivoire, ainsi que dans tous les pays de la CEDEAO à travers nos partenaires. Téléphone 27 22 41 55 85. Alors, Soro Djabiga, parmi ceux qui semblent en décalage avec l'organisation du Congrès ou qui semblait l'être, on a entre autres Maurice Kakou-Kikawe qui ouvertement a parlé donc de décisions injustes, qualifiant donc son exclusion par le comité électoral. Vous évoquez juste avant qu'on ne passe donc au second sujet, Thierry Tano et Jean-Luc Billon qui ont produit une déclaration conjointe dans laquelle ils fustigeaient la manière dont les choses étaient faites, parlant d'opacité. Est-ce que le PDCI est aujourd'hui en train d'être traversé par une autre crise interne qui pourrait conduire à une implosion du parti? Nous sommes à 2 ans des prochaines élections présidentielles de 2025. Je pense que le PDCI avait besoin de cette étape-là pour pouvoir faire sa mue et puis pour pouvoir se régénérer, se réorganiser, pour se repositionner dans l'échiquier. Parce qu'après près de 23 à 24 ans passés dans l'opposition, le PDCI est à côté, à 2 doigts de la conquête de l'exécutif. Et je pense que tous ces soubresauts-là sont inhérents à la démarche. Mais ce qui est déplorable, c'est la posture d'abord du secrétaire exécutif. Parce qu'il n'a pas, lui-même il a dit, il n'a pas reçu de document écrit qui atteste que sa candidature a été retirée. Il a dit ils l'ont fait de façon verbale. Et c'est au Congrès, c'est au bureau politique que cela allait être décidé, qu'ils allaient le rejeter ou ils allaient la valider. Parce que c'est le bureau politique qui le fait. Moi, je me dis plutôt qu'il a eu peur d'être humilié, il a eu peur de perdre devant Tidjane Thiam. C'est pourquoi il y a tous ces soubresauts-là. Sinon, pourquoi œuvrer, pourquoi manipuler, pourquoi engendrer tout ceci? On n'a aucun élément qui atteste qu'il est derrière devant cette démarche judiciaire. C'est des déductions qu'on fait et on regarde sa proximité avec les 2 plaignants. Les 2 plaignants, j'aurais appris que ces 2 éléments d'un certain Juvenal qui est un proche de Gikawe. Donc tout porte à croire vraiment, et j'ose espérer qu'il n'est pas vraiment lié à cela, parce que c'est quelqu'un qui a quand même tout donné, qui a fait la prison au nom du PDCI, qui glane dans sa malle 50 ans de militantisme au sein de ce parti-là. On l'appelle capitaine courage parce que c'est quelqu'un qui a toujours mobilisé, c'est quelqu'un qui s'est mobilisé. L'homme de terrain, l'alter ego, on peut le dire, du président Bédié. Donc, pour revenir sur le cas de Thierry Tano et Billon, permettez-moi de le dire, moi je pense que c'est 2 candidats, 2 potentiels candidats qui ont été frustrés par la démarche. Parce que non seulement ils ont été forclos par certains textes. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ils les arrangent, mais calmement. Ils passent haut les mains. À partir de février et mars, ils sont candidats déclarés. Ils pourront se donner tous les moyens démocratiques pour pouvoir gagner. Mais on n'aurait pas besoin de ça. Nous sommes en politique et il y a plusieurs bureaux politiques qui se succèdent. Si vous n'avez pas pu gagner maintenant, vous pouvez vous mettre en marche ou bien soutenir celui qui a gagné. Et puis, ce qui prime, c'est quoi? C'est l'exécutif, c'est l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez les éléments qu'il faut? Est-ce que vous avez la carrure, la posture, la stature qu'il faut pour pouvoir gagner ces élections-là? Moi, je pense que j'ai l'impression que les gens sont en train de lutter juste pour pouvoir diriger le PDCI. Les militants de base, là, ce n'est pas ce qui les intéresse. Quand on crée un parti politique, l'objectif final, c'est de gérer le pays. Ce n'est pas de gérer le parti politique. Donc, il ne faut pas qu'on occulte, il ne faut pas qu'on porte un frein à la démarche, aux actions politiques des militants de base qui ont fondé tout leur espoir en ces leaders-là qui sont en train de lutter aujourd'hui pour leurs intérêts personnels. Je sais que je ne peux pas conquérir le pouvoir politique, je sais que je ne peux pas lutter contre la machine du RHDP qui est déployée sur le terrain depuis plus de 10 ans, mais je veux juste m'asseoir à la tête du parti politique. Pour faire quoi? Ils ont certainement des raisons légitimes. Pour continuer d'enfoncer encore le parti dans l'opposition. Ces personnalités-là ont des profils assez évocateurs, que ce soit Jean-Luc Billon, Thierry Tano, qui étaient perçus comme des successeurs putatifs d'Henri Konan Bédié. Alors, Michel Betta, le PDCI proche de l'implosion, vous y croyez? Non, vous savez, le PDCI a traversé d'abord déjà cette étape qui pouvait conduire à l'implosion avec la séparation d'avec le RHDP. On a vu tous ceux qui voulaient partir sont partis. On a quand même des frustrés, on parle quand même de Jean-Luc Billon, Thierry Tano. S'il vous plaît, vous permettez, les mécontents, on a eu une chose à Oussou-Jano. Oussou-Jano, c'était un des grands leaders du PDCI. On a eu Kakabe qui est parti.
On a vu... Non, n'allez pas me dire que... On parle quand même de Jean-Louis Billon. Non, j'ai dit j'ai eu Aoussou Jano. En termes de militantisme au PDCI, en termes d'aura au PDCI, on sait ce que valait Aoussou Jano par rapport à Jean-Louis Billon. Donc, ce n'est pas dit que ce ne sont pas des personnalités négligeables au parti, mais je veux dire, quand on parle d'implosion du PDCI, c'est plus maintenant. Parce que ceux qui devaient partir sont partis. Pour leurs intérêts, ils sont partis. Aujourd'hui, le PDCI, c'est vrai, à la veille d'une joute électorale, c'est vrai que les velléités, les ambitions légitimes sont soulevées par les uns les autres. C'est ainsi que Jean-Luc Billon et Thierry Tano soulèvent leurs ambitions légitimes, vouloir diriger le parti et pourquoi pas être candidat à la présidence du PDCI, à la présidence pour le compte du PDCI, à la présidence de la République. Ça, c'est des ambitions légitimes. Mais je crois que quand on regarde l'intérêt du parti aujourd'hui, après 24 ans partir dans l'opposition, l'ambition normale du PDCI, c'est de revenir au pouvoir. Et c'est comment s'allier derrière celui qui peut faire revenir ce parti au pouvoir. Et je crois que Tidjane Thiam offre le meilleur profil pour avoir le candidat idéal pour faire face à la machine du PDCI. C'est votre point de vue. Non, c'est un point de vue, je l'assume. Absolument. Je l'assume. Mais je veux dire quoi? Mais on le voit. On voit avec l'aura autour de ce candidat-là, on voit comment les militants se sont déplacés nombreux pour être à Abidjan. C'est les secrétaires de session, les délégués qui votent le président du parti. Ils sont venus tous. Mais alors qu'ils savaient que dans la démarche, Tidjane Thiam semblait être celui autour duquel se faisait le consensus. Mais ils ont tenu à venir pour s'exprimer. C'est parce que, en fait, ils croient que l'heure est venue pour le PDCI. Et avec Tidjane Thiam, cette œuvre peut se manifester. C'est ce qu'il faut voir. Alors là, vous touchez un point qui est très intéressant, l'aspect mobilisation. On a vu donc une très forte mobilisation. On pouvait s'y attendre vu l'engouement qu'il y avait autour de ce congrès, de ce 8e congrès ordinaire. Est-ce que, Soro Djabega, vous avez été surpris par l'ampleur de la mobilisation des milliers de congressistes qui prennent d'assaut Abidjan et qui viennent là, alors que justement, Michel Betta le disait tout à l'heure, l'on s'acheminait manifestement vers un consensus. Vous avez parlé de deux éléments, vous parlez de mobilisation et d'engouement. Je ne suis pas surpris parce que juste après le décès du président Bédié, lorsque Tidjane Thiam est rentré en Côte d'Ivoire, j'ai pu suivre tous ces mouvements. Et j'ai vu la mobilisation que cela a suscité. Pour vous, c'est la présence de Thiam dans le starting block. Mais je vais plus loin. Cela. Depuis l'annonce de sa candidature, les comités de base, les sections, les factions ont commencé à se revitaliser, se mobiliser à travers toute la Côte d'Ivoire. Tantôt, tu entends ici, il y a telle association qui se mobilise pour soutenir la candidature de Thiam. Tantôt, tu entends là, telle association se mobilise pour soutenir la candidature de Thiam. Mais il y a longtemps qu'on n'avait pas vu cela au PDCI. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu. Et après le décès du Bédié, même on attendait des mauvaises langues dire que le PDCI allait se casser, les gens allaient commencer à faire. On a même annoncé le mercato au sein du PDCI. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai couvert un événement où il y avait, sur les 65 élus du parti, il y avait 48 qui ont ratifié, qui ont signé, qui ont plébiscité la candidature de Tidjane Thiam. C'est pour dire que son nom, simplement, avant qu'il ne rentre même en action, son nom a commencé à mobiliser, son nom a commencé à occulter certains événements. Dans le week-end du 9 de ce mois-là, le 9 décembre, il y avait une cérémonie du RHGP où on devait élire le président de la jeunesse et on devait célébrer les 3 ans de prestation de serment du président Alassane Ouattara. Mais je vous assure que les 3 déclarations de ces ministres-là qui répondaient à la sortie de Tidjane Thiam, qui s'était tenue la veille, a permis d'occulter même la quintessence même de l'événement. On aurait demandé à certaines personnes qu'est-ce qui s'est passé ce week-end-là, ils ne pourront même pas dire. Parce que le lendemain, dans tous les médias, ça ne parlait que de ça. Les 3 pics. C'est pour dire que Tidjane Thiam fait peur. Il a une carrure et il n'a pas encore déployé vraiment sa machine. Il ne parle pas. Il a parlé 1 ou 2 fois déjà et on voit que ça réagit un peu partout. Si son nom simplement permet de ressortir encore le PDCI, de faire vivre le PDCI, de faire bouger les choses, pourquoi ne pas exploiter cela? Je pense qu'il y a certains partis qui observent aujourd'hui, qui attendent cette chance-là. Je pense que Tidjane Thiam est une chance pour eux. En tant qu'observateur, nous sommes des journalistes, je suis détaché. Absolument, c'est votre point de vue, c'est votre analyse et on la respecte. Alors Michel Betta, justement, vous le disiez et Soro Djabega vous a rejoint en ce sens. Tidjane Thiam semble être, selon vous, le meilleur profil à l'heure actuelle pour ramener le PDCI au pouvoir. Est-ce que vous pensez que sa présence suffit à stabiliser l'héritage politique des pères du parti? Quand je parle des pères, je parle de ces 2 premiers dirigeants, les présidents Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. D'abord, ce que je veux vous faire remarquer, le PDCI, ce n'est pas un individu. C'est tout un parti, c'est toute une machine.
Vous avez vu, lorsqu'il s'agissait d'élections, M. Guikawa a dit qu'il s'est retiré, mais vous avez vu la mobilisation. C'est vous dire que les militants sont la force du PDCI. Et Tidjane Thiam l'a dit dans son discours de lancement de campagne, que désormais, c'est la base qui va s'exprimer et il ne va faire qu'exécuter. Il a dit, il a fait appeler plus de 2000 secrétaires de section et il a recueilli leurs avis et c'est ce qu'il compte mettre en chantier lorsqu'il sera élu. C'est vous dire que Tidjane Thiam prend la mesure de l'ambition des militants du PDCI. C'est ça le plus important. Vous voyez-vous, lorsque la campagne a été lancée, Guikawa a dit une chose. Et je pense que cette chose-là, je veux dire, aux antipodes des ambitions des militants aujourd'hui. Quand il dit que lui veut diriger le parti et la présidence de la République, la candidature à la présidence ne l'intéresse pas. Mais les militants, ils ne sont plus au niveau de leur parti. Ils veulent revenir au pouvoir. Ils veulent qu'après 24 ans de politique dans l'opposition, le PDCI reprenne le flambeau de la direction de la Côte d'Ivoire. Est-ce que justement les militants du PDCI ont peur qu'à la tête de leur parti survienne une personnalité qui ne soit pas à même de tenir tête au pouvoir? Mais c'est ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi souvent quand on dit au PDCI tout est fait aujourd'hui pour Thiam, il dit non, rien n'est fait pour un individu, tout est fait pour le PDCI. Parce que c'est le PDCI qui est gagnant lorsque le parti reviendra au pouvoir. C'est le PDCI qui est gagnant avec ses secrétaires exécutifs en chef, non, Guikawa. C'est ceux-là qui seront gagnants par le retour au pouvoir du PDCI. Ce n'est pas quelqu'un d'autre avec tous ces militants de base. Parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et encore qu'aujourd'hui, avec la personnalité de Tidjane Thiam, il y a des personnes qui ne sont même pas militants du PDCI, même pas sympathisants, mais qui arrivent à comprendre que la Côte d'Ivoire va aborder un nouveau chantier de son développement. Parce que Tidjane Thiam a démontré depuis son parcours, qui force l'admiration, qu'il est un homme qui a la possibilité, dans un pays qui aujourd'hui souffre du chômage des jeunes, qui aujourd'hui souffre de la cherté de la vie, il a la possibilité de redresser tout cela. Parce qu'il a redressé avec des économies plus puissantes, plus importantes que celles de la Côte d'Ivoire. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui espère en même en Tidjane Thiam. Ce n'est pas seulement les militants du PDC, c'est toute la Côte d'Ivoire qui espère en Tidjane Thiam afin que la Côte d'Ivoire puisse se donner un nouveau souffle, une nouvelle espérance. Et c'est cette espérance-là que d'aucuns souffrent de ne pas voir. Parce que quand pour un congrès du PDCI, un congrès qui a été tout à fait conduit par les instances du parti, aujourd'hui on vient par une décision de justice prise nuitamment, parce que le parti n'a même pas été informé de ce qui s'est tramé. Ils n'ont appris que le matin. Et on voit comment les forces de l'ordre se sont mobilisées automatiquement. Bon, il ne faut pas voir se leurrer. Moi, je crois que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire a besoin que le président, le parti au pouvoir, s'attaque au problème de la jeunesse. Ce n'est pas de venir bloquer un congrès. Ça n'apporte rien de particulier à la Côte d'Ivoire. Peut-être c'est leurs intérêts individuels qui sont mis en avant, mais la Côte d'Ivoire a besoin qu'on donne du travail à sa jeunesse. La Côte d'Ivoire a besoin que la cherté de la vie soit un souvenir lointain. La Côte d'Ivoire a besoin que ce pays-là se mette sur le chantier du développement et non pas s'attaquer aux partis politiques qui sont en train de s'organiser à l'intérieur d'eux-mêmes. Absolument. On va justement suivre cette déclaration du ministre Thiam, produite donc au lendemain du congrès manqué du PDCI-RDA. Il appelait au calme et encore réitéré sa volonté de se présenter, quelle que soit la date et quels que soient les contours donc, de l'organisation de cette élection. Bonsoir. Je voudrais d'abord, avant tout, adresser un message à nos congressistes, aux congressistes du PDCI-RDA, qui, ce matin, tôt, ont convergé vers Abidjan dans l'espoir d'élire un nouveau président pour le PDCI-RDA, ce qui était l'objectif et l'unique point de l'ordre du jour du 8e congrès extraordinaire électif de notre parti. À leur arrivée à Abidjan, ils ont dû faire face à une déception réelle, puisque notre 8e congrès a été suspendu par une décision de justice intervenue tard hier soir, et qu'ils n'ont donc pas pu effectuer ce dont ils se faisaient une joie, c'est-à-dire élire un nouveau président. Donc, grande fut leur déception, et je dois dire que leur comportement face à ce défi a été absolument exemplaire. Et qu'en tant que militant du PDCI-RDA, membre du bureau politique, je suis vraiment fier
fiers de nos congressistes. Et je tiens à les féliciter ici pour la maîtrise de soi, pour le calme qu'ils ont su montrer face à un défi complètement inattendu, puisque personne ne s'attendait à avoir à affronter une telle situation. Et je crois que c'est un tribut, un hommage aux valeurs qui caractérisent le PDCI, qui sont vraiment la paix, la tolérance, le dialogue, l'union. C'est dans ces valeurs que nos braves congressistes ont puisé le calme, la détermination, la discipline, qui leur ont permis de passer ce moment difficile sans grave difficulté, alors qu'il y avait dans les rues une présence massive des forces de l'ordre. Donc vraiment, je leur dis aussi Yako, parce que ce n'est pas une expérience agréable d'avoir fait de tels efforts, de s'être mobilisé, d'être parti des 4 coins de la Côte d'Ivoire, que ce soit Odiéné, Bouna, Korogo, Ferkessédougou, San Pedro, Bangrou, toutes les parties du pays. Ils ont convergé vers Abidjan et malheureusement n'ont pas pu faire ce pourquoi ils étaient venus. Donc, de nouveau, merci, félicitations à eux pour s'être si bien comportés. Et je sais que nos députés vont aller vers eux dans les semaines qui viennent pour leur dire Yako de la part du parti et leur signifier à quel point le parti est sensible. Mon deuxième message est plus large pour l'ensemble de la famille du PDCI-RDA, parce que cette élection à la présidence à laquelle j'étais candidat a une importance majeure pour tous les membres de la famille PDCI. Et je suis certain que ce soir, ils sont déçus que cette élection n'ait pas pu avoir lieu. Donc je tiens à leur dire que je comprends cette déception et que j'espère pouvoir dire que ce n'est que reculer pour mieux sauter et que nous pourrons procéder à l'élection d'un président dans les semaines qui viennent. Comme j'ai eu à le dire ce matin, je demeure candidat à ce poste, je demeure candidat au privilège de servir le PDCI-RDA, je demeure candidat au privilège de servir les militants du PDCI-RDA. C'est un véritable honneur de pouvoir être candidat et j'espère qu'ils me donneront leur suffrage le moment venu et que je pourrai guider le PDCI-RDA dans ce 21e siècle plein de défis et de mutations. Mon message final est vraiment pour les Ivoiriens dans leur ensemble parce que je crois que, compte tenu du fait que ce pays a vraiment été fondé par le PDCI, chaque Ivoirien, quelle que soit son appartenance politique, est intéressé par ce qui se passe au PDCI. Donc je voudrais rassurer tous les Ivoiriens et leur dire que le PDCI, qui est un peu un bien commun national, est fidèle à ses valeurs. Comme je l'ai dit plus tôt, à ses valeurs de tolérance, de paix, d'union, et que nous nous ferons un devoir, tous au PDCI, de nous assurer que ce processus, qui s'est bien déroulé jusqu'ici, continue dans l'union, dans la cohésion, pour produire un résultat qui permettra au nouveau président du parti, que j'espère être moi, de faire naviguer le PDCI à travers les eaux des années et décennies qui viennent et conduire le navire à bon port, ce qui pour nous est la victoire, parce que nous croyons qu'il est dans la mission du PDCI de améliorer les conditions des Ivoiriens en exerçant le pouvoir d'État comme il l'a fait si heureusement dans les premières années qui ont suivi l'indépendance de notre pays. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et votre patience. Paix, tolérance, réussite à tous et j'espère avoir bientôt le plaisir de m'adresser à vous de nouveau. Merci. Alors justement, Soro Djabega, on vient donc d'écouter le ministre Thiam, candidat à la présidence du PDCI-RDA. Tout à l'heure, vous le disiez, Michel Betta l'a encore argumenté en ce sens. Tidjane Thiam a toutes les chances d'être l'incarnation des espoirs, non seulement des militants du PDCI-RDA, d'après son point de vue et aussi le vôtre, vous l'avez exprimé, et aussi au-delà de l'ensemble des Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas forcément en le pouvoir du RHDP. Selon vous, quels sont les arguments qui militent en faveur de ce technocrate? D'abord, ces arguments-là se déclinent en deux axes différents. D'abord, il y a sa puissance, sa force matérielle et sa force immatérielle. On sait que le PDCI, c'est un parti, on ne le dira pas directement, mais c'est un parti de riches, c'est un parti de bourgeois. Pour dire que si tu n'as pas des moyens, tu ne peux pas gérer le PDCI. Le PDCI, c'est un parti qui a toujours assumé, qui a toujours fait face à ses dépenses, à ses charges. Et quelqu'un qui n'a pas assez de moyens ne pourra pas gérer le PDCI. On sait que c'est quelqu'un qui est quand même nanti. Voilà. Au plan intellectuel, c'est quelqu'un qui a un bon parcours. Il est ingénieur, même s'il ne le dit pas directement, mais il a une carrière de finance aussi.
Il a géré des finances, il a eu des hautes responsabilités, il a été patron des banques. Et on sait un peu comment il a développé ces différentes agences-là. Récemment, en août dernier, il s'est exprimé sur la nouvelle chaîne ivoirienne où il a décliné un peu sa vision pour la Côte d'Ivoire. Il a expliqué un peu comment il voulait aider le secteur privé, les artisans. Il a donné pas mal d'arguments qui ont pu vraiment attirer le public, le monde, le bas citoyen autour de son profil. Il a suscité de l'espoir. Et parmi ceux qui soutenaient sa candidature, il n'y a pas que des membres du PDCI. Il y a eu des anciens on les appelle les Caïmans, 79-80. Absolument. Voilà. Je me souviens même que dans mon titre, j'avais mis un mot qui gênait. Ils m'ont interpellé pour me dire qu'ils ne sont pas tous membres du PDCI. Ils sont loin du PDCI, mais ils apprécient son profil. Donc pour dire qu'aujourd'hui le PDCI a cette chance-là d'avoir un homme comme Tidiane Thiam. J'ai parlé de ses puissances, de ses atouts matériaux et immatériaux. Est-ce que le fait d'avoir un parcours éloquent sur le plan académique et professionnel suffit justement à garantir une certaine fiabilité dans la gestion des affaires de l'État? Oui, c'est une suite après ce parcours-là, quelles sont les actions qu'il a pu mener de façon concrète? Il a été DG du Bénin. Jusqu'à présent, les différents travaux qui sont en train d'être réalisés, je salue au passage le président Alassane Ouattara qui a fait un bon travail quand même en 10 ans. Ces travaux qui sont en train d'être réalisés là, mais ce sont des travaux qui ont été... C'est un travail, c'est le pur produit de la réflexion de Tidiane Thiam et son équipe du temps de sa gestion quand il était au Bénin. Ce sont les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. C'est Tidiane Thiam qui a monté. Il a également été ministre du Plan et du Développement. Il a été ministre du Plan et du Développement. Il a fait monter de ses capacités. Il a révolutionné le secteur. Donc pour dire que son action a été freinée à la faveur du coup d'État de 1999, sinon peut-être que la Côte d'Ivoire ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Mais l'État est une continuité. Tous ceux qui ont suivi ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter. Tidiane Thiam a ses atouts-là. Au plan international, on sait qu'il a un ancrage dans plusieurs institutions. Il est soutenu, il a des parrains. En géopolitique, on parle de parrainage. En géopolitique, quand tu t'engages dans un combat politique, que tu n'as pas de parrain, c'est perdu d'avance. Et le parrain, ça peut être le peuple, ça peut être des entités internationales, ça peut être des films, ça peut être des associations. Mais Tidiane Thiam, en tout cas, il a ses parrains là, à l'international, que ce soit en Europe, dans des grandes banques. Et d'un autre côté, il y a le PDCI qu'il ne faut pas négliger. La machine du PDCI, c'est l'un des partis les plus implantés de Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas mettre cette machine-là à sa disposition, ajouter cette machine-là à tous les éléments dont il dispose? C'est pourquoi je trouve incongru lorsque le secrétaire exécutif Gikawi dit qu'il est juste intéressé par la présence du PDCI, la candidature aux élections présidentielles ne l'intéresse pas. Ça ne peut pas marcher. Regardez le timing, nous sommes à 2 ans des élections. À quel moment on va renforcer le profil et la puissance du candidat et à quel moment il faut travailler pour pouvoir positionner le président du parti? Ça va créer une sorte de hiérarchie au sein du parti. Pourquoi ne pas consolider, ramasser tous ces éléments-là et les mettre à la disposition d'un seul leader qui pourra conduire la destinée du parti? Pourquoi ces fantaisies-là? Alors, il y a des éléments que vous évoquez tout à l'heure sur lesquels j'aimerais que Michel Betta rebondisse. Vous avez parlé de parrainage donc à l'international, donc du réseau de l'androgen du ministre Thiam. Est-ce que cela finalement ne constitue pas pour lui un handicap? Vous savez qu'aujourd'hui, l'opinion africaine tente à stigmatiser ces technocrates-là qui viennent d'Occident et à qui on colle une certaine proximité avec les dirigeants de l'Ouest. Et Tidiane Thiam, justement, est perçu par une certaine opinion comme étant, entre griffes, l'homme de la France. Dans le même temps, il a disparu pendant près de 20 ans de la scène politique ivoirienne. Il réapparaît. D'aucuns estiment qu'il ne peut pas, c'est un peu trop subite, sa réapparition ou son irruption sur l'échiquier politique. Quelle est votre lecture justement de ces 2 éléments-là qui peuvent être pour lui des handicaps? Bon, en fait, en termes de handicap, je n'en vois pas. C'est des éléments, certes, mais ça ne peut pas être des handicaps. Au contraire, Tidiane Thiam montre que lui peut les tourner en atout. Quand tu prends l'exemple du RDA, je ne sais pas si vous avez suivi son discours du samedi 9 dernier, mais il a dit, il s'inscrit dans la dynamique du RDA, qui est une entité de rassemblement de l'Afrique, c'est une entité de panafricanisme. Mais il a abordé cette question-là parce qu'il comprend la volonté des peuples africains. C'est pourquoi il a parlé de solutions qui marchent. Il dit, lui, il va proposer des solutions qui marchent et non pas les solutions que d'autres ont proposées qu'on ne voit pas. C'est vous dire que Tidiane Thiam a la pleine mesure de l'aspiration légitime des peuples africains qui veulent sortir d'un certain carcan dans lequel la colonisation et l'après-colonisation les a plongés. Tidiane Thiam avec une posture anti-néocolonialiste?
anti-néocolonialiste. Non, c'est pas tellement le mot. Tu sais, en fait, il ne faudrait pas qu'on fasse de confusion. Parce que souvent, d'aucuns on pensait que le panafricanisme, c'était l'entité de l'Afrique qui se referme sur elle-même. Non! Il faut être un panafricaniste. Mais avec une vision de partage. Parce que tu veux te développer. Tu as vu des modèles de développement. Comment tu t'en inspires? C'est ça le panafricanisme, le vrai. Et on l'a vu, quand ceux qui se sont enfermés dans une Afrique sans relation, ceux qui ont ouvert leur territoire aux autres dans l'espoir d'échanger. Tu vois les grandes écoles de Yamoussoukro, tu vois tout ce que Houphouët-Boigny a pu faire avec ces populations qui sont tous sorties de l'indépendance, ensemble. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fière allure parce que vous avez compris que ce panafricanisme doit se nourrir d'un échange, des capacités d'échanger de la connaissance avec les autres. Et vous a mis à la Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Tidjane Thiam l'a compris également. C'est pourquoi dans son discours, il a parlé du RDA qui est une entité panafricaniste qui rassemble tous les Africains. Mais en même temps, quand on veut se développer, on a des modèles qu'il faut s'en inspirer. Et la connaissance est un atout. Perçu comme étant l'un des proches du président Macron en France et perçu comme étant l'instrument des grandes institutions financières internationales, pour l'opinion africaine ou panafricaniste dans son acception moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce qu'à un certain moment, dans un certain débat, cela ne peut pas lui porter préjudice? Non, moi je objectivement. Objectivement, il faut se dessiller, il faut enlever les choses dans les yeux pour regarder les choses avec une réalité très claire. Tidjane Thiam, je ne sais pas si vous suivez un peu ses discours, il a dit, les hommes comme Tidjane Thiam, il y en a des milliers en Côte d'Ivoire, en Afrique. Parce qu'il a compris que son parcours n'est pas au-delà des capacités des Africains. Tout Africain peut avoir ce même parcours-là, mais il faut lui en donner les moyens. Il faut lui en donner les capacités. C'est cela qui lui fait dire qu'il faut des solutions qui marchent. Parce que vous dites comme ça, vous dites quoi? Le panafricanisme dont on veut se targuer là, c'est pas ce panafricanisme de l'Afrique qui s'enferme. Faut bien faire cette lumière-là. Parce qu'aujourd'hui, on voit des pays comme le Mali qui dit aujourd'hui, bon, écoute, nous, on a coupé toute relation avec les puissances étrangères, on va se développer. La Guinée avait fait ça. Mais ils ont quand même une entité fédératrice, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui... certainement pas, on a déjà eu des antécédents par le passé, mais je veux dire, ils y croient en tout cas, ils y croient, ils y mettent foi. Ils ne peuvent qu'y croire parce que, en fait, ça a cette allure, ça fanatise, ça donne une allure de fanatisme. Et c'est ce qui a fait que la Guinée, au temps de Sékou Touré, on parlait de révolution de Sékou Touré. Mais quand le jour que la Guinée s'est ouverte, on a vu à quel niveau de développement la Guinée était par rapport aux autres. Voyez-vous, c'est pas des discours, c'est des actions. Très bien. C'est des actions. Et Tidjane Thiam veut poser des actions. Il veut poser des actions dans le sens du développement de l'Afrique qui partage ses connaissances avec le reste du monde. Parce qu'une Afrique qui s'ostracie ne peut pas se développer. Propriétaire de maisons à Abidjan et à l'intérieur du pays, faites comme Monsieur Kwame. Souscrivez dès maintenant au prépaiement de loyer de Celped Finance pour recevoir le montant attendu au titre de vos loyers avant la fin du mois. À Celped Finance SA, nous prépayons votre loyer. Propriétaires, venez dès maintenant souscrire car cette offre est limitée. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'agence Celped la plus proche ou contactez-nous au 27 22 41 55 85 ou sur www.celpedfinance.com. Soro Djabiga, Tidjane Thiam pour ressouder le PDC-RDA et peut-être fédérer l'opposition ivoirienne qui est écartelée actuellement, donc pour rassembler les différentes tendances qu'on a perdues donc depuis la crise de novembre 2020. Est-ce que ce schéma-là est envisageable dans la perspective de la présidentielle de 2025? Oui, ce schéma est envisagé. Déjà, le 10, à Yamoussoukro, Tidjane Thiam a lancé un appel au secrétaire exécutif Gikawe pour dire que c'est une bataille interne, mais ça ne va pas susciter la division des fils et des filles du parti.
Voilà. Après ces élections-là, le parti doit se ressouder et privilégier l'intérêt du parti et mener le combat qui est celui de la reconquête du pouvoir d'État. Tidiane Thiam est en train de mener ce combat-là. Et avec l'opposition, je pense qu'il faut le reconnaître aujourd'hui, le PPAC est à genoux. Après les élections de septembre 2020, le président Gbagbo a procédé à des remaniements parce qu'il a vu que certains cadres qu'il avait nommés à certains postes n'étaient pas à la hauteur. Donc il a procédé à ces remaniements-là. Ce n'est pas tout de suite que le PPAC va commencer vraiment à s'exprimer, à mener des actions. Actuellement, ils sont en train de se déployer, ils sont en train de se réorganiser. Donc si au sein de l'opposition, il y a un cadre comme Tidiane Thiam qui se dégage avec du potentiel, pourquoi ne pas le soutenir? Je vais rebondir toutefois sur les propos de mon grand frère qui parlait tout à l'heure du panafricanisme. Effectivement, les Africains de maintenant, j'aime pas cette conception, cette définition qu'on donne à ce néologisme-là. Autant des Kwame Nkrumah, autant des Jerry Rawlings, quand on luttait pour le panafricanisme, nous n'étions pas encore nés. Mais ce n'était pas une lutte contre les Français, c'était une lutte d'intégration africaine. Pourquoi aujourd'hui on veut faire croire que c'est forcément une lutte contre les Français ou bien contre les Blancs? Une sorte de révolution. Non, voilà. Oui, je suis d'accord avec la révolution. Sur fond d'insurrection. Je pense que l'intérêt d'abord, c'est de créer l'intégration entre les peuples africains, de privilégier les partenariats entre les peuples africains, de donner la chance à tous les peuples africains, à tous ceux qui ont du potentiel de pouvoir les offrir, de pouvoir les exprimer. Mais on ne chasse pas les Français. Air France n'existe pas au Burkina, n'existe pas au Mali, au Niger. On ne les chasse pas. S'il faut remodeler, s'il faut revoir les contrats, s'il faut revoir les accords, il faut les faire. Mais on ne peut pas dire que nous sommes panafricains, donc on ne veut pas de la France. Mais la Russie n'est pas un pays africain. La Chine n'est pas un pays africain. La Chine aujourd'hui, qui est le premier partenaire commercial, n'est pas un pays africain. D'autant qu'en Côte d'Ivoire, la proximité entre Tidiane Thiam et Macron ne saurait être un handicap. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il est très proche du pouvoir de la France, de Macron, tout et tout. Mais on a vu un peu ce qu'il a pu apporter. Même s'il y a beaucoup à dire sur la façon dont il mobilise les ressources pour pouvoir réaliser ses projets. Mais il est proche de la France aujourd'hui, il a pu gérer le pays, il a pu assurer la sécurité des biens et des personnes jusque-là. Je pense que la proximité entre Macron et Thiam ne saurait être un handicap pour sa marche à la tête de l'exécutif. C'est mon avis. Un autre handicap potentiel, on ne va pas se le cacher. Je pense qu'on va aller droit au but. Tidiane Thiam a un patronyme qui ne sonne pas ivoirien. Et pas forcément pour les militants du PDCI, mais pour les militants d'autres formations politiques, tout de suite, on se dit, Thiam, est-ce que ça ne rappelle pas certains souvenirs pour ceux justement qui ont gardé cette fibre-là ultranationaliste? Vous savez, cette fibre ultranationaliste, elle existe même en France. Elle existe dans tous les pays. C'est-à-dire, ça ne peut pas disparaître. Mais la Côte d'Ivoire, je pense que la jeunesse ivoirienne a une ambition. Et c'est ça qui est le plus important. La jeunesse ivoirienne va où? Elle veut quoi pour elle? Et quand on regarde au-delà de ce patronyme-là, la masse est plus portée vers ce qui peut constituer pour elle un espoir de développement, un espoir d'avenir. Et non pas des patronymes, des noms qui, ma foi, ne sont pas des avantages socio-économiques par rapport aux autres. Parce qu'il y a d'autres qui vont s'appeler Kwasi, qui vont s'appeler Kona, mais ils ne feront pas mieux qu'un Thiam à la tête du pays. Donc, moi je pense que quand nous venons sur des plateaux, c'est surtout pour emmener nos populations à comprendre ce qu'est leurs intérêts. Et non pas ramer à compte courant de l'espérance de ce que la Côte d'Ivoire va attendre d'un de ses fils. Parce que Tidiane Thiam, n'oubliez pas, il est né en Côte d'Ivoire. Il est le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Il a tout donné à la Côte d'Ivoire. Il ne connaît même pas le Sénégal. Comme on veut lui apprêter une nationalité, il est ivoirien. Donc, je crois que c'est de le faire comprendre à nos populations et non pas de céder à ce discours, je dis c'est surtout rétrograde. Voilà, rétrograde, qui n'est même pas fait pour nous aider nous-mêmes. Même s'il faut reconnaître que cela existe. Non, même si ça existe. Cela se voit dans les commentaires, dans les réactions. Je vais te dire un exemple. Quand on entend des acteurs politiques tels que Bakongo ressasser ce discours-là, on attend d'autres encore, non des moyens de ressasser. Moi, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour notre classe politique. J'ai dit, mais attendez, on ne peut pas avoir combattu pour dire la démocratie, pour dire qu'on veut une Côte d'Ivoire où chacun se sent chez lui, partout où il est, quelle que soit ton origine. Tu peux aller à Gagnoa, être candidat. Tu peux aller à Kourougo, être candidat.
Et c'est à nous de développer cet esprit-là sur nos populations. Ne pas les aider à se conformer, à se replier sur elles-mêmes pour essayer de se diviser. Moi, je dis souvent, quand on parle de la Côte d'Ivoire, j'aime rappeler tous les sacrifices que Houphouët-Boigny a fait. Houphouët-Boigny, il avait un sens tellement élevé de la nation que la géopolitique était un de ses credos. Il faisait en sorte que le fils du Nord puisse avoir une place pour diriger la Côte d'Ivoire à certains niveaux de responsabilité. Pour que chacun le connaisse, le fils de l'Ouest puisse avoir une place pour diriger la Côte d'Ivoire à un certain... C'est pourquoi, quand j'entends ces discours rétrogrades que nous servent les dirigeants du RADP, je dis voilà des gens qui n'ont rien compris de l'hyphotisme. Alors nous sommes justement à la dernière ligne droite de notre... Voilà, ils n'ont rien compris de l'hyphotisme et je crois que quand nous venons sur les plateaux, c'est pour les aider à comprendre et non pas les enfoncer encore avec des discours qui ne nous font pas évoluer. Alors, dernière ligne droite de notre plateau, on aborde justement la question assez rapidement cette fois-ci des enjeux de ce congrès-là. Le PDCI part en congrès à une date encore à déterminer puisque on s'attend à ce que dans les semaines à venir on soit situé. Est-ce que ce congrès-là est le congrès de tous les défis? Le congrès qui, à partir de là, peut être le point de départ pour une reconquête inévitable du pouvoir par le PDCI-RDA. Soro Djabiga, 2 minutes pour votre analyse. Ce prochain congrès dont on ignore encore la date est un congrès crucial et décisif parce que le PDCI est à la croisée des chemins. C'est à l'issue de ce congrès-là qu'on saura qui pourra conduire la destinée du parti à l'occasion des élections de 2025. Et c'est très important qu'il sache qui choisit. Parce qu'après 2025, il sera encore difficile pour le PDCI d'accéder encore au pouvoir d'État. Si le RHDP continue de se maintenir au pouvoir après 2025, ils vont finir par consolider leur pouvoir d'État. Et peut-être que ça ne sera même pas le président Alassane Ouattara, peut-être que ça sera un de ses pions qu'il aura désigné, qui sera parti encore pour 10 ans ou 15 ans. Le PDCI a tout intérêt, il faut qu'ils prennent la pleine mesure de cette urgence-là. Et il faut qu'ils se mettent au-dessus de leurs intérêts personnels. L'intérêt général doit primer. Voilà, c'est pourquoi moi j'appelle au consensus. Avec le président Houphouët, ça a toujours été le cas, où on va à un congrès, tout le monde est assis. Je me rappelle encore, j'ai vu les images où le président Fologo était assis sur un fauteuil. Et chacun des candidats s'est levé après, parce qu'il y a eu une motion, le président Houphouët a demandé une motion. Chaque candidat s'est levé pour aller échanger avec le président. Et quand ils finissent, ils reviennent, j'ai retiré ma candidature au profit de Fologo. Mais c'était un consensus. Ça n'a pas tué quelqu'un. Il faut qu'ils aillent au consensus. Ce congrès-là doit être l'aboutissement de tous ces rassemblements qu'ils auront fait, toutes ces réunions, tous ces conciliabules qu'ils auront tenus. Et Tidiane Thiam, pour moi, a tous les atouts qu'il faut. D'accord. Michel Betta, votre analyse justement sur les enjeux de ce congrès. Je crois que ceux qui ont mieux compris les enjeux de ce congrès, ce sont les congressistes eux-mêmes. Ce sont les militants du PDCI. Parce que ça fait combien de temps le PDCI ne s'est pas aussi mobilisé? Depuis le décès de Fouet et de Bédié, même avant. Mais pour cette fois-ci, nous avons vu le monde qui s'est déplacé depuis Korogo, depuis Danané, depuis tous les territoires de la Côte d'Ivoire. Et ils sont venus à Abidjan. Tidiane Thiam a lancé un message dans son discours de lancement de campagne. Il a dit, le PDCI ira conquérir le Nord. Mais ça fait écho. C'est-à-dire que je pense que ceux qui ont mieux compris les enjeux de ce congrès-là, ce sont les militants du PDCI. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu démontrer en venant massivement à ce congrès-là. Maintenant que cela a été empêché par des mains, je ne veux dire même pas tapis dans l'ombre, des mains tellement visibles, que je crois qu'il appartient à la direction du parti de trouver la méthode pour conduire le parti à une dynamique comme celle qu'on voit déjà poindre à l'horizon par la mobilisation des militants. Déjà, il y a un bureau politique qui a convoqué pour demain, et ce bureau politique a déterminé la date du prochain congrès. Pour demain, 19 décembre 2023. Le soir. Donc je crois qu'à part de ce bureau politique, nous saurons avec quoi le PDCI compte partir. Bien. Merci à tous les deux. Je rappelle que nous abordons justement les enjeux de l'organisation du prochain congrès du PDCI-RDA et surtout les contours de la décision de justice ayant conduit donc à la suspension, pas l'annulation mais la suspension du 8e congrès qui devait logiquement se tenir le samedi 16 décembre dernier. Merci à vous Michel Betta, merci également à vous Soro Djabiga. Merci beaucoup. Alors la météo politique pour ce numéro c'est terminé, on va se dire au revoir.
en espérant se retrouver très prochainement pour d'autres analyses, pour d'autres débats sur l'actualité politique nationale et internationale. Au revoir.